Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé, comprendre, savoir et agir à travers le site www.irbms.com. Nous allons aborder le nouveau certificat médical sportif attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport, appelé également CACI, soit CACI. Je suis le docteur Patrick Bacard, médecin du sport, vice-président et médecin-chef de l'IRBMS. Petit point d'histoire pour parler de l'ancien certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, ancienne formule, valable jusqu'en juin 2017. Il s'agit d'un certificat qui avait été précisé lors de la loi du 2 avril 2006 relative à la protection de la santé du sportif. Ce certificat de non-contre-indication à la pratique d'une discipline sportive ou d'un sport était d'une durée de validité d'1 an, obligatoire pour la participation à toutes les compétitions sportives. L'objectif, délivrance d'une licence pour pratiquer un sport, validité 1 an. Prévenir sur les dangers potentiels de la pratique du sport et relever d'éventuelles contre-indications tout en faisant un point sur la santé de la personne. Quels étaient les médecins habilités à réaliser ce certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive? Dans l'ancien dispositif, les médecins habilités étaient tous les médecins en médecine, donc les docteurs en médecine, inscrits au tableau de l'ordre des médecins, quelle que soit leur spécialité et compétences. Ceci était vrai pour l'ensemble des sports, sauf sport de combat avec mise hors combat, alpinisme de pointe, sport avec arme à feu, sport mécanique, sport aérien et sport sous-marin. Pour ces sports déclarés à haut risque, chaque fédération sportive fixait la liste de ses propres médecins habilités. Que nous apporte la loi de santé 2016 et son décret d'application du 1er septembre 2016? La suppression du certificat médical annuel de non-contre-indication à la pratique des sports et le remplacement par le certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport, réalisé tous les 3 ans, appelé CACI-CACI. Nous venons de voir que cette loi de santé 2016 et son décret a donc précisé le remplacement de l'ancien certificat par ce nouveau certificat CACI. Mais une autre précision du législateur est capitale dans la philosophie, dans le fonctionnement de l'ensemble du suivi médical des sportifs français. En effet, il s'agit de la naissance du questionnaire de santé. En effet, à partir du 1er juillet 2017, si vous possédez un certificat de moins de 3 ans, sauf pour certains sports à risque, nous le verrons après, vous devrez remplir le questionnaire de santé et avoir répondu négativement à l'ensemble des questions afin que la licence soit renouvelée sans examen médical. Nous passons en revue maintenant les disciplines ayant ce régime spécial
qui représente en gros les disciplines des sports à risque, mais revisitées, comme suit. L'alpinisme, la plongée sous-marine, la spéléologie, toutes les disciplines dont le combat peut prendre fin à la suite d'un coup porté, et toutes les disciplines comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur, sauf le modélisme automobile radioguidé. Enfin, le rugby à 15, à 13 et à 7. Voici donc la modification essentielle sur les conditions en vigueur depuis le 1er juillet 2017, reprise ailleurs par différentes lois et décrets, dont la loi du 2 mars 2022. Le renouvellement d'une licence permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive est subordonné à l'attestation pour les personnes d'un questionnaire médical relatif à son état de santé, dit QS-Sport. Pour les mineurs et les personnes exerçant l'autorité parentale, il faut fournir le questionnaire concernant l'état de santé sportif du mineur. Vous l'avez donc compris, le principe général repose sur l'absence d'obligation légale de consulter un médecin pendant 3 ans, à condition de réaliser le questionnaire QS-Sport. Toutefois, attention, ceci ne s'applique pas aux sports dits à régime spécial et à certains sports dont les fédérations sportives ont, dans le cadre de leur règlement intérieur, précisé d'autres conditions afin d'obtenir la licence sportive. En définitive, pour la première participation ou la première prise de licence, rien ne change. Cette licence est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'1 an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent donc, selon une fréquence qu'elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d'un certificat médical hors de la réalisation d'un questionnaire QS-Sport. Renseignez-vous auprès de votre président de club, il est habilité à vous répondre. À noter que dans le cadre strictement scolaire, aucun certificat de non-contre-indication ou d'aptitude au sport ne peut être demandé pour les activités d'éducation physique et sportive dites EPS. Cependant, toute demande des parents pour dispenser de sport leurs enfants doit s'accompagner d'un certificat d'inaptitude partielle ou complète réalisé par un médecin, sauf au règlement intérieur de l'établissement, pour une durée limitée et exceptionnelle. Il nous reste donc à s'adapter à cette nouvelle législation. Ce fameux certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport va rentrer dans le paysage sportif. Le kaki va être maintenant le certificat de référence. Il s'agit donc d'un certificat d'une durée de validité de 3 ans. Quelles sont les conséquences légales pour l'établissement de ce certificat? Quel est le contenu de l'acte médical? Comment ce questionnaire de santé permettant de renouveler cette licence pendant 3 ans sera rédigé et pourra être consulté et réalisé? Les 2 diapositives précédentes
vous situe un focus concernant un dépliant créé par le ministère des Sports afin de mieux vous orienter sur ce dédale de compréhension lors de la fourniture d'un certificat médical pour l'obtention d'une licence. Vous retrouverez l'intégralité de ces explications sur notre site www.irbms.com en tapant dans le moteur de recherche certificat médical de non-contre-indication. Car de nombreuses fédérations sportives ont précisé dans leur règlement intérieur l'obligation de produire un certificat médical préalable en précisant sa durée et ses conditions de validité. Le plus souvent, il s'agit d'un certificat médical qu'il faut fournir annuellement. Les associations dispensant le sport ou l'activité physique ou sportive, par principe de précaution, imposent aussi la fourniture d'un certificat médical annuel afin de répondre aux conditions de sécurisation et aux conditions médico-légales. Dans ce cadre-là, effectivement, le règlement fédéral vient se substituer à la loi, mais il faut respecter les données du règlement intérieur de votre association sportive ou association d'activité physique adaptée. Le contenu de l'examen médical va dépendre forcément des habitudes de pratique du médecin. Donc de ce côté-là, entre l'ancien certificat et le nouveau certificat, rien ne change. La consultation réalisée par le médecin sera dédiée à la pratique. Le médecin, bien sûr, se préoccupera des antécédents sportifs, de votre histoire sportive, du palmarès, du type d'entraînement, du nombre d'entraînements, du rythme, de l'intensité de ces entraînements et du niveau de pratique. Et puis, le médecin s'occupera également, par l'interrogatoire, des antécédents médicaux, chirurgicaux, des allergies, des antécédents personnels, des traitements en cours, du contrôle des vaccinations, et puis, bien entendu, fera un point sur l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire et sur les risques liés au tabac. Voici une précision importante concernant le certificat d'une durée de validité de 3 ans, dépendant de l'auto-questionnaire dit QS-Sport. Chaque sportif doit auto-renseigner le questionnaire QS-Sport afin de prolonger la validité de son certificat médical. Mais attention, si une seule question apporte une réponse dite positive, le sportif doit produire alors un certificat médical de non-contre-indication datant de moins de 6 mois. Vous l'avez donc compris, dans un esprit de simplification, la loi actuelle n'impose donc plus un certificat médical tous les ans. Le simple fait de répondre à un auto-questionnaire QS-Sport permet de vous dispenser de consulter un médecin. Toutefois, ceci est théorique, puisque chaque club, chaque association ou chaque fédération sportive peuvent vous imposer la fourniture annuelle d'un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive. Le contenu de l'examen médical va dépendre forcément des habitudes de pratique du médecin. Donc de ce côté-là, entre l'ancien certificat et le nouveau certificat, rien ne change. La consultation réalisée par le médecin sera dédiée à la pratique. Le médecin, bien sûr, se préoccupera des antécédents sportifs, de votre histoire sportive, du palmarès, du type d'entraînement, du nombre d'entraînements, du rythme, de l'intensité de ces entraînements et du niveau de pratique. Et puis, le médecin s'occupera également, par l'interrogatoire, des antécédents médicaux, chirurgicaux, des allergies, des antécédents personnels, des traitements en cours, du contrôle des vaccinations, et puis, bien entendu, fera un point sur l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire et sur les risques liés au tabac. Le contenu de l'examen médical va dépendre forcément des habitudes de pratique du médecin. Donc de ce côté-là, entre l'ancien certificat et le nouveau certificat,
rien ne change. La consultation réalisée par le médecin sera dédiée à la pratique. Le médecin, bien sûr, se préoccupera des antécédents sportifs, de votre histoire sportive, du palmarès, du type d'entraînement, du nombre d'entraînements, du rythme, de l'intensité de ces entraînements et du niveau de pratique. Et puis, le médecin s'occupera également, par l'interrogatoire, des antécédents médicaux, chirurgicaux, des allergies, des antécédents personnels, des traitements en cours, du contrôle des vaccinations, et puis, bien entendu, fera un point sur l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire et sur les risques liés au tabac. Ce contenu de l'examen médical pour délivrer ce kaki est un acte de santé publique, de dépistage, d'orientation, de dialogue. Bien sûr, on pourra se préoccuper des facteurs de risque obésité, surpoids, avec le poids, la taille, l'IMC, le tour de taille. On pourra aussi dépister des anomalies visuelles ou auditives, surtout chez les personnes seniors. Pourquoi pas aussi d'autres critères comme la vision des couleurs. Tout examen permettant d'éliminer des facteurs de risque, comme par exemple l'examen bucco-dentaire. Le but, c'est la surveillance, l'évaluation, le conseil et l'indication du type de pratique. Traditionnellement, le médecin peut aussi poursuivre son examen médical par l'évaluation des capacités respiratoires, un peak flow, l'évaluation de la VEMS, bien sûr un interrogatoire pour parler de l'asthme ou des bronchospasmes, d'effort ou repos, en respect aussi avec, pourquoi pas, la législation du dopage, le but, dépister des contraintes et des maladies respiratoires, mais aussi le but, c'est d'encourager les pratiques sportives qui sont toujours bonnes pour améliorer les capacités respiratoires. Le stade suivant sera classique, traditionnel, les capacités cardiovasculaires avec traditionnelle auscultation, les bruits du cœur, les rythmes cardiaques, la tension artérielle et éventuellement l'électrocardiogramme de repos. Nous allons y revenir dans le cadre du dépistage des facteurs de risque des morts subites lors de la pratique d'un sport. Le débat de la place de l'ECG de repos dans cet examen médical qui sera réalisé tous les 3 ans est de taille. Je remercie bien entendu le professeur François Carré de Rennes, éminent spécialiste cardiologue du sport, pour son éclairage. L'argumentation est la suivante. Est-ce qu'un interrogatoire plus un examen physique bien conduit suffit? Oui, pour dépister en réalité 15% des anomalies détectables. Par contre, est-ce que l'examen complémentaire réalisé avec un ECG de repos bien interprété va conduire à une amélioration? Oui, dépistage de 85% des anomalies détectables. Vous voyez donc qu'il s'agit d'une différence non négligeable avec l'apport supplémentaire dans le cadre d'un enjeu de santé publique, la lutte contre les morts subites, avec cet ECG de repos. Et enfin, troisième argumentation, à ce jour, effectivement, sauf avis contraire, aucune étude n'a montré que sans ECG, donc sans électrocardiogramme de repos, on peut diminuer le risque de mort subite. Un petit rappel donc pour terminer sur ce ECG de repos, le consensus européen, toujours la source professeur François Carré et du club des cardiologues du sport, à partir de 12 ans. Il sera répété tous les 3 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis éventuellement, selon les facteurs de risque et l'évolution bien sûr de la santé du sportif, tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 35 ans. On recherchera un certain nombre d'éléments dont le tableau reprend l'essentiel, qui sont des facteurs de risque des morts subites chez le sportif. Après ces risques cardiovasculaires,
sera entrepris un examen morphologique classique avec un bilan ostéo-articulaire complet, complété par un examen podologique et éventuellement également un examen de la statique en général, de la proprioception ou de la statique rachidienne, en particulier chez les enfants. Le problème qui se pose maintenant, c'est la place d'un test microsportif dans cette stratégie de délivrance d'un certificat acquis pour la pratique sportive et l'obtention d'une licence. Le test le plus simple à réaliser, qui a valeur de référence, sans bien entendu rentrer dans un cadre scientifique, c'est le test de Ruffier-Dixon, qui comprend un protocole simple avec le calcul d'un indice qui permet aussi de situer une mauvaise récupération, une bonne adaptation à l'effort. Ce protocole peut être visible sur notre site www.irbms.com. Place maintenant aux examens complémentaires indispensables avant la signature de ce certificat. Ces examens complémentaires, réalisés à la discrétion bien sûr du médecin du sport, médecin traitant, ou du médecin qui va réaliser cet examen global pour pouvoir délivrer son certificat et donc signer le certificat, sont nombreux. On ne peut pas tous les citer, mais on peut s'aider avant de signer de recherche paraclinique avec la réalisation par exemple d'une échographie cardiaque ou d'une scintigraphie ou d'une IRM ou que je sache d'autres examens. Le médecin peut s'aider de ressources extérieures avant de signer. La signature n'est pas un acte obligatoire. Après donc l'ensemble de ces examens, eh bien l'examen complet aura été fait au cabinet ou en consultation spécifique délocalisée, en clinique ou à l'hôpital, bien entendu. Le temps de l'examen aura été adapté à la demande et bien sûr à la valeur de l'enseignement qu'on peut en tirer de l'ensemble des données recueillies. La liaison sera faite vers le médecin traitant si besoin. Et bien sûr, le but c'est de prévenir les risques. Revoir le sportif si nécessaire avec ses examens paracliniques demandés. La possibilité, pourquoi pas, de refuser de signer ou de donner une autorisation adaptée. Et la validité, sauf pratique particulière, sera de 3 ans. Abordons maintenant la révolution législative par rapport à cet certificat dit CACI. Il s'agit du questionnaire obligatoire de santé qui permettra un renouvellement automatique de la licence sans examen médical. Ce certificat étant valable 3 ans. Il s'agit d'un questionnaire auto-administré qui engage personnellement le sportif en répondant à une série de questions. Ce questionnaire sera en ligne sur notre site. Je vous conseille de le consulter, www.irbms.com. Nous avons aussi développé, nous, à l'IRBMS, un outil numérique qui permet d'évaluer ses propres facteurs de risque, de recueillir son état physiologique et ainsi aussi de compléter ce questionnaire obligatoire de santé. Pour réaliser cet examen virtuel numérique, je vous invite aussi à consulter notre site www.irbms.com. Voici maintenant un simple rappel des sports qui échappent à cette validité de 3 ans et donc le certificat est valable 1 an et que bien sûr que pour ces sports il n'y a pas la nécessité de réaliser ce questionnaire dit de santé mais d'aller renouveler cette licence auprès d'un médecin. L'alpinisme, la plongée sous-marine, la spéléologie, les disciplines dont le combat peut prendre fin à la suite d'un coup porté, les disciplines comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur, sauf le modélisme automobile radio-guidé, et les rugby 15, 12 et 7. Abordons maintenant quelques parties
particularités et commençons bien entendu par l'enfant. Chez l'enfant, le dispositif est le même, c'est-à-dire un examen médical qui va conduire à la délivrance d'une licence qui sera renouvelée au bout de 3 ans, avec aussi un questionnaire auto-administré qui ne sera pas bien entendu celui de l'adulte, mais qui devra répondre assez difficilement d'ailleurs à la problématique de l'enfant sportif. Qui doit répondre? Les parents ou l'enfant? En fonction de quel âge l'enfant est capable de répondre? Tout cela va devoir se mettre en place. Il reste que le bilan cardio-respiratoire est important, la suivance des pieds, la statique, les troubles de la marche, de l'équilibre, le dépistage surtout des pathologies de croissance, et vous savez que l'enfant a une courbe de croissance irrégulière et en période prépubertaire va prendre 5, 6, 8, 10, 12, 14 cm, et donc il y aura des facteurs de risque, dont par exemple la plus connue, la maladie d'Osgood, mais aussi d'autres maladies dites de croissance. Le contrôle de la courbe poids-taille est très important, puisque c'est là où on pourra dépister également des facteurs de risque pouvant évoluer vers l'obésité. Et aujourd'hui, la pandémie d'obésité guette l'ensemble de la population, même sportive. Quel sport orienter, quel sport choisir pour l'enfant? Un sport collectif, un sport individuel? Quel temps de pratique, quelle intensité de pratique, quelle filière du haut niveau? Surtout lutter contre l'entraînement intensif spécialisé précoce, surveillance de l'alimentation et du sommeil, vérification de l'ensemble des vaccinations, et puis bien entendu, l'ensemble de cette pratique sportive fera l'objet d'un consensus par un dialogue avec les parents. L'examen médical chez l'enfant, le dispositif préalable à la pratique sportive est le même, c'est-à-dire un examen de santé publique, médical qui un va acte de conduire à la prévention, un délivrance acte de d'une licence surveillance, qui un sera acte renouvelé utile. au bout de 3 ans, Nous avec conseillons aussi un donc questionnaire de consulter un auto-administré médecin qui tous les sera ans, pas même bien s'il n'y a entendu pas une celui de obligation l'adulte, légale. mais qui devra Car répondre comment s'adapter à un questionnaire assez qui est difficilement proche de d'ailleurs l'enfant? à Comment la pouvoir problématique répondre de l'enfant en sportif. toute objectivité? Qui doit répondre? Les Cela est parents ou complexe. l'enfant? Seul un médecin En fonction de semble quel âge habilité l'enfant est à capable de répondre à répondre. toutes vos interrogations. Tout cela va devoir Et se il mettre en en place. profitera pour, Il reste que comme on le l'a déjà bilan dit, cardio-respiratoire vérifier un est certain nombre de important, points, la dont suivance des la pieds, la validité des statique, les troubles de la marche, de l'équilibre, le dépistage surtout des pathologies de croissance, et vous savez que l'enfant a une courbe de croissance irrégulière et en période prépubertaire va prendre 5, 6, 8, 10, 12, 14 cm, et donc il y aura des facteurs de risque, dont par exemple la plus connue, la maladie d'Osgood, mais aussi d'autres maladies dites de croissance. Le contrôle de la courbe poids-taille est très important, puisque c'est là où on pourra dépister également des facteurs de risque pouvant évoluer vers l'obésité. Et aujourd'hui, la pandémie d'obésité guette l'ensemble de la population, même sportive. Quel sport orienter, quel sport choisir pour l'enfant? Un sport collectif, un sport individuel? Quel temps de pratique, quelle intensité de pratique, quelle filière du haut niveau? Surtout lutter contre l'entraînement intensif spécialisé précoce, surveillance de l'alimentation et du sommeil, vérification de l'ensemble des vaccinations, et puis bien entendu, l'ensemble de cette pratique sportive fera l'objet d'un consensus par un dialogue avec les parents. Abordons maintenant la problématique du sportif adulte. Chez l'adulte, on peut différencier le sportif qui a toujours été sportif dès l'enfance et puis celui qui arrive à un sport ou celui qui a arrêté et reprend un sport. Ce sont des considérations un petit peu différentes, mais toujours est-il que les antécédents médicaux et familiaux gardent toute leur importance. Bien entendu, les signes fonctionnels qui sont apparus, la désadaptation cardio-respiratoire, les signes d'hypertension, de repos ou d'effort, le début d'une obésité ou d'une augmentation déjà significative du périmètre abdominal, facteur de risque d'un syndrome métabolique, bien entendu diabète, cholestérol, et aussi pour l'adulte, l'état des vaccins. En tout état de cause, ne perdons pas de vue que l'activité physique, le sport, est bon théoriquement pour la santé,
sauf quelques cas exceptionnels de dérive de pratique. En effet, la sédentarité est le 4e facteur de risque de mortalité à l'échelle mondiale, juste après l'hypertension, le tabagisme et le diabète. Il faut donc combattre 3 déterminants: les pertes de repères alimentaires, l'augmentation de la sédentarité et la diminution des temps actifs. Le sport répond à ces 3 déterminants. Il faut donc encourager toute pratique sportive adaptée, sécurisée et pérenne. Abordons maintenant la problématique des seniors dans le cadre d'une pratique sportive compétitive, mais aussi d'un sport loisir, avec, bien entendu, ce certificat obligatoire pour la licence. Y a-t-il un examen médical du senior? Le médecin est juge pour adapter son examen médical à, bien entendu, la morphologie, l'habitude, les facteurs de risque du senior qu'il a devant lui. N'oublions pas que ce senior, s'il a une maladie chronique non transmissible éligible à l'ALD, peut aussi rentrer dans le cadre du sport santé sur ordonnance. Est-ce qu'il y a des surveillances particulières chez les seniors par rapport à l'adulte? Non, les mêmes sont présentes, mais en plus, on peut ajouter effectivement les syndromes métaboliques, l'ostéoporose, facteur de risque de fracture spontanée ou de fracture lors de chute, bien sûr la vue, la perte d'audition, facteur de risque d'accident sportif, les pertes d'équilibre et bien entendu tout l'aspect locomoteur avec l'arthrose. Abordons maintenant la sportive, quel que soit son âge. Cet examen médical préalable à la pratique d'un sport, qu'il soit ancienne formule ou nouvelle formule, est l'occasion pour la femme, pour la jeune sportive ou pour la sportive d'un âge mûr ou ménopausée, de faire le point avec son médecin sur un certain nombre de problématiques spécifiques. Rappelons bien entendu la grossesse qui s'implique complètement avec d'autres partenaires professionnels de santé, mais qui peut aussi poser un véritable problème dans la problématique de la pratique. Quand faut-il arrêter, quand faut-il reprendre? Les dysménorrhées, faut-il mettre en place, surtout dans le sport de haut niveau, un cycle artificiel? L'aménorrhée, c'est là aussi un véritable problème, peut-être un tabou, sur ce facteur de risque du surentraînement, provoquant donc un stress, une privation de règles, et bien entendu avec ses conséquences d'ostéoporose précoce. Toute la santé du péroné sera abordée avec les incontinences et les fuites urinaires, le problème des seins, protection des seins dans des sports de combat, faut-il ou non porter un soutien-gorge, si oui, lequel, mais aussi l'avantage, puisque l'activité sportive et physique, au-delà de 4, 5, 6 heures semaine avec une intensité de plus de 5 mètres heure, va être également protecteur du cancer du sein chez la femme. Donc vous voyez que la problématique sport au féminin est une véritable problématique spécifique qu'il faut prendre en compte pour encourager la pratique du sport chez la femme. Abordons cette catégorie sport et poids, c'est-à-dire les sports dont le poids va déterminer une catégorie, ou au contraire le sport avec éventuellement un surpoids. Donc effectivement, dans cette problématique poids, nous allons donc reprendre les sports à catégorie de poids, où le sportif va avoir tendance à faire des régimes très grande vitesse, TGV, ou des régimes yo-yo, avec des troubles du comportement, passant de la boulimie ou à l'anorexie, pour respecter sa catégorie de poids. Parlons aussi du sport et culturisme, où le poids va être nécessaire ou indispensable pour gagner cette sculpture nécessaire à cette représentation de ce sport. Et enfin, le sport et obésité. Est-ce que le sport est bon pour l'obèse? Est-ce qu'il fait maigrir? Est-ce qu'il permet également
un renforcement musculaire et de transformer cette mauvaise graisse en muscle. Oui, la problématique sport et poids doit être abordée et peut-être plus souvent que tous les 3 ans. Introduire la prévention dopage dans un examen médical peut être simple. On aborde simplement cette problématique sous forme de classification des substances, interdites en permanence, en compétition et hors compétition, interdites en compétition ou interdites dans certains sports. Mais au-delà de ces substances interdites, on peut aborder l'ensemble des problématiques sur les conduites dopantes et bien entendu dialoguer sur un grand nombre de produits qui ne sont pas justifiés dans le cadre de la pratique sportive. Cet examen médical, véritable check-up médico-sportif, s'inscrit donc dans ce dispositif dit CACI, car le médecin signera ce certificat permettant l'obtention d'une licence d'une durée de validité de 3 ans. Ceci est nouveau. Il est donc capital, essentiel et important de mettre en avant les facteurs de risque, visibles ou cachés. En effet, c'est le sportif lui-même qui, par le questionnaire auto-administré annuel, reprendra ces facteurs de risque qui seront soit déjà connus, soit liés à une nouvelle symptomatologie. Et ceci permettant peut-être, par la responsabilité du sportif, de provoquer une consultation intermédiaire de prudence pour un avis complémentaire. Vous voyez donc qu'il y a une nouvelle philosophie qui s'installe dans l'esprit législatif. La responsabilité devient collective et le sportif doit s'approprier sa propre santé pour la mettre à la disposition de son sport. Vous venez de suivre ce vidéogramme concernant le nouveau certificat médical attestant de l'absence de non-contre-indication à la pratique du sport, dit CACI. Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez consulter notre fiche technique à votre disposition sur notre boutique Sport Santé. Il suffit de faire www.irbms-boutique.fr. Merci et à très bientôt.